l'intérêt d'être là aujourd'hui. Donc bienvenue au Printemps du développement durable avec la thématique cette année de la biodiversité. L'année dernière, il y avait déjà eu un regroupement de plusieurs communes par rapport au thème de l'eau. Donc le thème de l'eau, on était parti de Magenta et on s'était arrêté ici pour retourner sur le bois de Plédran, les châteaux d'eau, tout ça. On avait compris un peu mieux le chemin de l'eau du captage jusqu'au robinet. Et donc là, c'est sur la biodiversité et on a trouvé très intéressant de pouvoir justement communiquer sur l'activité économique comme une carrière et un réaménagement pour favoriser la biodiversité. Donc le site est toujours en activité. Merci à la carrière, merci aux personnes présentes pour faire une porte ouverte aujourd'hui sur la carrière de la Croix-Giba qui est toujours en activité avec extraction, accueil de remblais et aussi déjà des réaménagements pour la biodiversité future. Donc vous avez des petits panneaux d'explications et des visuels qui permettent un peu de se projeter dans l'avenir 2026, on va dire ça. Et aussi la journée est sur 2 sites. Il n'y a pas de rando aujourd'hui, il y a juste une découverte du site de la Croix-Giba. Et après sur les dunes de Bon-Abri, parce que les dunes de Bon-Abri sont aussi une ancienne carrière de sable qui était décharge, comme on a pu la connaître au greffe de Cesson. Donc ça a été nettoyé, réaménagé, et maintenant, après la visite d'ici, le principe, c'est il n'y avait pas d'heure fixe, c'est-à-dire on arrive, on découvre. Donc on est avec Vive Armor, on est avec le groupe breton mamalien. Et on est avec pour pouvoir répondre à vos questions sur justement la biodiversité le long de l'Urne et les personnes dont Yann, responsable du site, de la CMGO, c'est ça, qui ont du coup une activité et ils vont pouvoir vous en parler avec un projet de réaménagement en fin d'activité d'extraction de la carrière, puisque le site est ouvert depuis 1947 et se finit en 2026. Donc voilà, et il faut aussi réaménager un site qui a fourni beaucoup de roches. On en a besoin, c'est l'activité économique. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements sur cette semaine, la semaine prochaine encore, sur l'agglo en lien avec la biodiversité. Donc merci d'être présent aujourd'hui. Il y avait un petit mot aussi par rapport à du miel. Oui, donc, voilà. Donc l'agglo qui va vous offrir un petit pot de miel de ses ruchers. Donc c'est du rucher de la ville Auger, je crois, parce que malheureusement on avait 2 ruchers, mais il y en a un qui s'est envolé avec ses abeilles. C'est à la mode maintenant, donc effectivement, c'est un peu... oui, mais les ruches aussi. Donc, et puis, effectivement, tu l'as dit, il y a beaucoup ça a commencé le week-end dernier, donc sur Saint-Quay et tout ça, puis même Plénaute, Plouran, tout ça, il y a eu 3 week-ends d'animation donc, sur la biodiversité. Et ici, je trouve que, pour ma part, que c'est un sujet très intéressant. C'est pas parce qu'on est un peu sur Ipignac, un peu sur Trégueux, mais c'est toujours intéressant de voir que l'activité économique, eh bien, elle est nécessaire et que l'on puisse aussi évoluer vers un réaménagement qui va prendre en compte effectivement et réintroduire de la biodiversité à la fin et que c'est déjà commencé. Donc c'est un bel exemple ici. Mais tu as cité les dunes de Bon-Abri et souvent quand on explique ça aux gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du coin ou qui sont plus jeunes, quand on leur explique que c'est une ancienne carrière d'extraction de sable aussi, on pense que c'est naturel à l'origine. Ça a tellement bien évolué que ça paraît effectivement naturel maintenant. Donc je pense qu'il y a des évolutions qui sont largement possibles. Donc il faut continuer. Puis on va laisser les explications pour ce site ici. Je crois qu'il y a
même un aménagement pour les chauves-souris, donc, puisqu'il a été inauguré il y a quelques temps. Donc c'est une interaction aussi avec plusieurs communes et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, Langueux, d'ouvrir Trégueux, Lyon. Lyon et de préparer en équipe. Oui, Gilles, tu voulais dire? Non mais c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que en fait ce matin, enfin, la journée, c'est une journée, on a mutualisé un petit peu notre information, à savoir Trégueux, Iffignac, Lyon et Langueux. Et moi j'interviens, bon, tout petit, sous l'égide de Vivarmort, mais aussi en tant que membre de la commission du développement durable de la commune de Langueux, au même titre que Yannick, Catherine, et, Jean et Nicole. Voilà. Donc voilà, c'est la commission de Langueux qui a travaillé sur ce projet-là. Voilà. Ouais, Et on peut accueillir Madame la maire de Trégueux. Oui. Salut, ça va bien. Et donc, il y a un belvédère. Donc, on a un peu de brouillard aujourd'hui, donc on va pas avoir la vue. On va pas avoir la vue optimale. Mais ça va se lever, ça va se lever. C'est comme nous, c'est difficile à lever le week-end. Bonjour. Bon, voilà, conjointement, donc les 4 communes ont organisé cette matinée. Bon, moi, je tiens à remercier au nom de Françoise Orson, qui est aussi une cheville ouvrière de cette matinée, qui n'a pas pu, pour des raisons très personnelles, etc., être présente, mais qui pense bien à nous. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Vous salue tous. Aussi, hein. Je salue tous les maires présents, maires honoraires, et voilà, et plein de personnalités, de personnes qu'on voit là ce matin, d'associations aussi, de leurs représentants. On ne va pas les citer toutes parce que de peur d'en oublier une. Voilà. Merci aussi à la Carrière de nous accueillir dans cet esprit de convivialité, et c'est très bien. Alors le premier temps, donc tu l'as expliqué, ça va se passer ici au niveau de la Carrière, et le deuxième temps se passera au niveau des dunes de Bon-Abri à Lyon. Et là, pour certains vont découvrir que c'était des anciennes carrières, etc. Mais je vous en dis pas plus. Par contre, la réhabilitation du site dit industriel en site naturel maintenant est remarquable. Donc on vous invite dans la deuxième partie de la matinée à vous rendre à Lyon. Donc on a prévu environ 10h30 cette matinée. Voilà. Merci. Puis alors bon, maintenant tu... Voilà. Donc c'était à la thématique de la biodiversité, comme l'eau l'année dernière, ou c'était l'économie sociale et solidaire l'année précédente. On a remarqué qu'il y a une meilleure dynamique à mettre plusieurs communes ensemble. Donc merci aussi à l'aglo pas non plus dans chaque commune. De lancer une thématique tous les ans, et puis de nous réunir par rapport à ça. Et après, chaque secteur travaille sur un site, une organisation libre à chaque commune ou service de pouvoir le faire. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est cheminer vers le belvédère avec les personnes de la Carrière qui vont pouvoir nous expliquer. On pourra se fractionner par groupe, puisque on passera devant le tunnel à Chauve-souris, qui est vide. C'est pour ça qu'on peut le visiter. Donc il faut encore en profiter. Une fois qu'il y aura des colonies, et on espère quand même, on n'ira plus. On ne pourra plus aller déranger les chauves-souris, du coup on ne pourra plus le visiter. Et comme tout est encore en projet d'aménagement, donc c'est bien de se projeter
et d'aller voir après la carrière de sable, qui n'a plus rien de carrière, tellement c'est réaménagé. Et c'est l'unique comptoir, c'est l'unique, on va dire, rive sur la réserve de la baie de Saint-Brieuc. Tout le reste est en domaine maritime, sauf les dunes de Bonabri, et qui est intégré dans cette réserve. D'où l'intérêt d'aller visiter, pour ceux qui ne connaissent pas, y compris ceux de la carrière qui n'ont pas encore découvert le site et qui peuvent voir ce que donne une carrière après activité. Je te donne un peu la parole. Tu peux, rapidement, beaucoup de choses ont été dites. Juste dire qu'on est content de vous accueillir ici à la carrière de la Croix-du-Bain. Donc carrière CMGO, carrière et matériaux du Grand Ouest. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une filiale de Colas, qui est bien connue à Saint-Brieuc et dans le monde entier, puisque Colas c'est 55 000 personnes dans 50 pays. Donc c'est une grosse structure. Nous, notre réalité, elle est locale, puisqu'une carrière va vendre ses produits sur 40 km maximum. Donc on est vraiment inséré dans la vie de l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc effectivement la carrière est ouverte depuis 1947. On a participé fatalement à tout l'aménagement de l'agglomération. Faut savoir que le granulat, ce qu'on vend ici, c'est le produit le plus consommé en France, puisque chacun d'entre nous consomme à peu près 20 kg par jour. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait le granulat c'est la matière première de la construction. Pour faire une maison, il faut entre 100 et 300 tonnes. Pour faire 1 km de voie ferrée, il faut 10 000 tonnes de granulat. Donc ce qui fait qu'on a besoin de pas loin de 400 millions de tonnes par an en France pour simplement les besoins de la construction. On a tous besoin de construire nos maisons, les maisons de nos enfants, etc. Donc ceci a un peu expliqué sur les panneaux qui sont autour de vous. On a été très contents que Joël et l'équipe qui a organisé les journées pensent à nous pour la biodiversité, parce que ça peut paraître un peu contradictoire, carrière et biodiversité. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Alors certes, il y a ce qui a déjà été dit par Joël, il y a le plan de réaménagement qui laissera la place Belle à un espace ici où on pourra se promener. Le plan de réaménagement qui a été conçu en concertation avec la commune et les associations environnementales. On a eu beaucoup de réunions et j'en passais avec Vivarmort, etc., Alain Jean, etc. à l'époque. Et je pense qu'on a abouti à un schéma de réaménagement qui est intéressant parce que les gens de Trégueux et d'Iffignac, bien sûr, enfin de toute l'agglomération, même les Finistériens qui passent par là pour venir aussi d'ailleurs, ça sera ouvert à tout le monde et on pourra vraiment en profiter parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été conçues. Donc une ouverture sur l'Ur, la capacité à voir quand même l'aspect minéral du site, parce que la roche est quand même l'histoire du site, c'est la roche aussi. Donc il y a quelque chose après qui est intéressant, mais moi je voudrais aussi insister sur que le présent est aussi intéressant d'un point de vue biodiversité. Parce qu'une carrière, c'est pas la destruction uniquement. Nous, on se situe plutôt dans l'acte de construire d'ailleurs. Et ici, on crée des milieux qui sont finalement assez atypiques à Trégueux. On ne trouve pas beaucoup de montagnes à Trégueux, finalement. Hein, donc, on en a créé quelques-unes et ça permet à des espèces très différentes de venir s'installer. Donc, nous, on est plutôt techniciens, mécaniciens, ingénieurs dans notre métier. Désolé, il en faut. Et on ne connaissait pas bien ces sujets de biodiversité, donc en fait on se les a appropriés, on a été chercher des spécialistes, donc nous on travaille avec Vivarmort ici. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on a réussi à savoir qu'on a le crapaud calamite. Plélodie, pardon. Calamite peut-être, ça serait bien. Bon, voilà, et donc ces espèces-là ont trouvé finalement un milieu propice ici et se sont développées grâce à nous, grâce à ce milieu-là, et on fait en sorte finalement de le maintenir leur habitat. En fait on s'est aperçu que c'est pas très compliqué pour nous. C'est très peu d'efforts à faire pour maintenir cette biodiversité-là. Donc c'est assez enrichissant de travailler avec des gens qui ont des points de vue différents. Et c'est vrai que nous, tout seuls, on n'aurait jamais pensé à faire un tunnel chauve-souris. Il faut être honnête. Donc ça a été aussi suite au travail qu'on a fait ensemble. Et on est assez content de vous montrer ce tunnel chauve-souris. Effectivement, on a la chance de pouvoir le visiter encore. Pour ceux qui ne sont pas trop claustrophobes, parce que c'est quand même très obscur dedans. Il y aura des petites lampes. Mais on espère bien que dans quelques années, il sera colonisé, qu'on ne pourra plus y aller et que ça sera donc réservé aux gens de Vivarmort pour y aller. Donc en tout cas, nous on est très contents de vous accueillir. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est aussi ouvert du lundi 8h au vendredi 16h30 pour ceux qui ont besoin de cailloux. Et donc profitez bien. En termes d'organisation, il est prévu qu'on parte d'ici, plutôt par petits groupes, parce que le tunnel va se visiter par petits groupes. Et ensuite on peut monter sur notre belvédère, qui est en communication avec le sentier au bord de l'Urne, qui nous permettra de reprendre le sentier pour récupérer vos voitures par ici. Mais vous pouvez aussi prendre un café en partant, puisque nous on va maintenir notre café au chaud tout au long de la matinée.
Voilà. En tout cas, merci d'être venu à Carrière Croix-Giba et de vous intéresser à ce qu'on fait. Oui, donc moi je voulais dire un mot par rapport aux aspects de biodiversité. Donc je suis Jérémy Alain, directeur de Environnement de Nature, mais j'ai aussi une autre casquette qui est un peu moins connue. C'est en fait je suis membre du Conseil national de protection de la nature qui notamment donne des avis sur les réhabilitations de carrières et notamment dans le cadre de destruction d'espèces protégées, donc sur des projets d'aménagement qui vont de projets de rocade, projets de ZAC ou de carrière. Donc les deux, en fait, j'ai un peu les deux casquettes et notamment l'expérimentation ici m'intéresse à ces deux titres. Alors il faut être honnête, en fait, quand le comité de suivi de Trégueux nous a dit tiens ça serait intéressant qu'il y ait une étude sur la biodiversité qui soit faite sur la carrière de la Croix-Giba, en tant que naturaliste et de prime abord, je n'ai pas forcément, je vous l'avoue, très emballé par le sujet. Préférant bien évidemment travailler sur les dunes de Bonabri que vous verrez tout à l'heure, qui est certes une carrière mais avec une biodiversité plus importante. Mais bon, par habitude, voilà, on est plutôt dans cet esprit de construction et c'est comme ça qu'avec le groupe mammalogique breton, le groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor et Vivre-Armor, et là en l'occurrence moi-même pour la partie études, eh ben, on a investi le lieu il y a 8 ans maintenant, parce que je crois que c'était en 2010 ou 2011 qu'on a fait les prospections de terrain. 2012. Et puis on a commencé avec des techniques un peu particulières à inventorier cette biodiversité le jour mais aussi la nuit. On a passé quelques nuits ici dans cette carrière pour voir un peu comment ça se passait. Et on a été assez étonnés, c'est vrai, d'observer un certain nombre d'espèces protégées ou d'espèces pas très communes, notamment le pélodite ponctué qui est un petit crapaud qui se reproduisait dans une des mares qui était juste en dessous. Alors c'est vrai que dans une carrière on est dans un milieu qui est en mouvement vu l'activité, mais on sait également que ces falaises ou ces montagnes alors trégueusiennes peuvent abriter un certain nombre d'espèces et c'est sûr et c'est bien évidemment des choses à prendre aussi en considération dans la réhabilitation du site, hein, notamment des espèces. Alors là, je ne sais pas si Jean Corbeau a été vu cette année, mais il y en a qui se baladent de temps à autre, mais sur l'autre carrière, mais je me souviens, il y avait un nid notamment de faucons casserelles juste à côté. Au niveau papillons, on a fait aussi des inventaires. On a la chance d'avoir un certain nombre de spécialistes dans l'association et on a fait intervenir un spécialiste des micro-lépidoptères. Alors en clair, c'est les tout petits papillons qui volent la nuit, qui sont tous gris et que personne ne s'intéresse, sauf 3 personnes dans le Côte d'Armor, mais qui sont super spécialisés. N'empêche que ils ont observé, notamment Alain Cosson, en une nuit a inventorié plus de 70 espèces en fait, dont 4 ou 5 qui n'étaient pas connues en Côte d'Armor et une je crois pas connue en Bretagne. Donc comme quoi quand on cherche aussi dans des milieux un peu particuliers, c'est le cas des carrières, on peut observer un certain nombre de choses. Alors bien évidemment nous, ce projet il nous intéressait notamment pour la phase future, c'est-à-dire notamment la phase de réhabilitation et donc on a notamment fait un certain nombre de propositions pour que cette biodiversité soit intégrée. Alors de toute façon aujourd'hui c'est une obligation légale, hein. Vous avez peut-être entendu parler de la doctrine éviter, réduire, compenser, vous allez entendre beaucoup parler notamment la loi de 76, en fait ça a débuté avec la loi de 76 sur la protection de la nature mais on va dire que c'est vraiment mis en application depuis 2 ans avec la loi de biodiversité de 2007. 40 ans plus tard. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où sur un projet, notamment sur une carrière, vous avez la présence d'espèces protégées, vous devez en fait compenser leur destruction. Donc en clair, on peut détruire des espèces protégées en France, mais il y a des procédures et ce qu'on appelle de la compensation à mettre en place. Donc ça peut être par exemple, et bien avant l'obligation légale, en fait vous l'avez fait, c'est-à-dire c'est l'installation d'un gîte qu'on verra tout à l'heure à chauve-souris, du fait qu'il y avait une présence avérée de chauve-souris ici et que ces espèces peuvent notamment passer l'hiver dans des infractuosités de roches ou des zones de ce type-là. Donc ça c'est une obligation et c'est là où ma deuxième casquette CNPN en fait donne et rend des avis en fait sur justement la manière où le carrier va prendre en compte tous ces aspects et va les mettre en application. Donc voilà, et donc finalement sur les aspects, même sur les aspects reptiles, on a été assez étonné. En fait on a trouvé une espèce rare en fait qu'on appelle la couleuvre, la coronelle en fait, qui était aussi présente sur le site. Et puis on sait aussi que la loutre se balade pas très loin, donc voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Et ce qui est important, et j'ai vu que ça avait été bien pris en compte dans la réhabilitation, c'est aussi penser au déplacement des espèces. Alors c'est sûr qu'on ne va pas vouloir forcément qu'ils se déplacent par là, parce qu'il y a la rocade et des choses de ce type-là, mais que cette connexion avec l'urne, je pense que David Etienne nous en parlera aussi, c'est que cette connexion avec l'urne soit effective. Donc ça veut dire au final que protéger la biodiversité quand on a vraiment envie, c'est possible. Et que l'on peut, avec un peu la bonne intelligence et puis avec des choses un peu précises et voilà, en travaillant de concert, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec les carriers non plus, hein, ça va dans les deux sens. Donc voilà, quand on essaye de trouver des solutions, en fait, en règle générale, on les trouve. Et nous, on est ouvert tous les jours de 9h à 13h du samedi au lundi. On a une question sur l'environnement, on ne vend pas de cailloux par contre. Donc on n'est pas encore divisé en groupes et du coup
David, Pour vous dire un petit mot, voilà David Etienne, technicien rivière à Saint-Brieuc-Aglo. Et effectivement, on bosse beaucoup avec Givors, mais on bosse aussi beaucoup avec la carrière. Parce que tous les chantiers qu'on réalise chaque année pour réhabiliter, et réaménager et améliorer la continuité écologique, elle se fait avec des matériaux qui viennent de la carrière. Donc la carrière construit des maisons, mais aussi nous fournit des matériaux pour réaménager notre espace naturel, pour réhabiliter des espaces, pour améliorer les choses qui ont été peut-être un petit peu mal faites. Donc je vous ferai un petit exposé tout à l'heure quand on sera sur le belvédère pour vous expliquer un petit peu le lien entre la carrière et la rivière, la biodiversité qu'on a dans la rivière, tous les aménagements qui ont été faits aussi quand elle s'est implantée, qu'on a sur la continuité écologique, parce que le cours d'eau méandrait un petit peu avant et on l'a recalé dans un lit à côté, mais en maintenant la continuité écologique, et en vous présentant sur notre thématique globale de la biodiversité, les insectes et les poissons qu'on a sur ce territoire. On est ici parce que on est à côté d'un des bassins de décantation de la carrière. Et donc, fut un temps, la carrière avait un ou deux petits dysfonctionnements, il y avait des petites choses qui dysfonctionnaient, on avait un petit peu de matériaux qui partaient dans le cours d'eau. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Quand je suis arrivé, moi j'étais pas encore à l'agglomération, j'étais à l'association de pêche. Et du coup, ces problèmes-là, quand on a abordé la carrière, ils sont tout de suite inquiétés parce qu'ils étaient assez inquiets de l'urne et de son devenir et de sa qualité, etc. à côté. C'était pas le but d'impacter le milieu naturel, mais bon, c'est toujours comment ça se passe quand on fait les choses, ça dysfonctionne parfois. Et il suffit de s'y intéresser pour les régler. Et depuis maintenant, cette période-là, qu'on a pris les choses à bras-le-corps et que la carrière s'est vraiment mobilisée dessus, on a un rejet dans le milieu que moi je constate en tant qu'aussi garde-pêche sur le secteur dans le privé, qui est vraiment neutre. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'impact de la carrière en termes de matière en suspension, on appelle ça techniquement les MES. Donc c'est du minéral, c'est pas une pollution dure, mais qui peut quand même avoir un impact si elle est importante, parce que ça va faire un colmatage sur la rivière, on a tendance à cimenter le fond de la rivière, ça l'agglomère et du coup la vie ne peut plus s'y développer. Le substrat de la rivière il doit être meuble pour que les bêtes puissent s'y développer, éventuellement même que l'eau y soit filtrée et parfois qu'il puisse même dégrader certaines matières qui s'y trouvent. Et donc la carrière maintenant rejette une eau qui est vraiment limpide. On va le voir tout à l'heure je pense en passant devant, on a le rejet et depuis cette période que je vous décrivais, franchement on n'a plus d'impact. Ce qui va nous permettre d'aborder, une fois qu'on sera au bord de l'eau, ce petit tableau que je vous ai amené sur les petites bêtes de la rivière et au travers lesquelles on peut déterminer la qualité de la rivière. Alors c'est des choses qu'on appelle les IBG, c'est les indices biologiques qui permettent en regardant la vie et la diversité des insectes qu'on a dans le milieu de savoir s'il y a eu des pollutions, quel type de pollution même parfois. Alors c'est toujours une évaluation, il n'y a jamais rien véritablement de totalement empirique, mais pour le coup on se rend compte sur les secteurs, moi pour y travailler régulièrement, qu'on a de fortes populations de poissons en qualité, en quantité, en diversité, et que les insectes pareil nous montrent que la carrière sur ce site ici n'a pas d'impact sur le milieu. Donc on va se faire le petit tour, on va remonter sur le parking, mais c'était bien de voir les dispositifs de pompage, parce que la carrière c'est quand même aussi tout un réseau de filtration qui est réfléchi, pensé, de circulation. Et vous l'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais il y a un dispositif qui est très important à côté de l'endroit où on pèse, c'est juste avant où on pèse, c'est l'endroit où les camions se nettoient les roues. C'est comme un pédiluve à la piscine ou ailleurs, mais là systématiquement les camions passent dedans. Donc quand le site il pleut, etc., ça devient de la gadoue très vite. Mais en fait, les camions sortants n'ont plus que ce petit axe à prendre là pour sortir. Et donc du coup, les roues sont propres. Et la route en elle-même, du coup, est beaucoup plus propre que ça ne l'a été avant qu'on ait ce dispositif-là. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que on habite pas loin de la campagne, on se promène tous, on voit bien quand il y a une activité dans un champ, etc., il y a toujours de la terre qui va sortir, etc. Et là, sur ce site, ils ont pensé à ça et qui a vraiment modifié tout l'aspect des routes alentours. Et donc, quand il pleut, plus de ruissellement, beaucoup moins de matériaux à aller dans le milieu naturel. Et ça a vraiment transformé l'activité et l'impact de l'activité sur le milieu adjacent. On se fait le petit tour et puis je vous refais un petit topo sur le bord du cours d'eau. Là, on se retrouve en face de l'urne, qui n'est pas évidemment dans son lit naturel, parce que à l'origine, le cours d'eau méandrait et passait un petit peu sur le site de la carrière. Mais quand la carrière s'est implantée, l'urne a été recalée ici, on voit bien que ça a été découpé, mais par contre, ils ont bien évidemment imaginé que la pente qui avait été créée, parce qu'on avait diminué la longueur d'écoulement du cours d'eau, devait être compensée par des aménagements qui permettraient aux poissons de pouvoir remonter. Donc on ne les distingue pas forcément, il faut avoir l'œil
Mais là, on a une barre de blocs qui est mise juste devant nous, avec des blocs disposés juste derrière. Et ce genre d'étagement a été fait à peu près tous les 20 mètres sur ce périmètre de la carrière, permettant de créer ce qu'on appelait une biodiversité aussi, et diversité dans les niches écologiques, ce qui permet aux poissons de remonter des petits seuils plutôt que d'avoir une grosse cascade à un endroit, d'avoir des habitats différents, c'est-à-dire que là on va avoir une zone de courant assez importante qui va convenir à certaines espèces, une zone un peu plus lente derrière quand la pente va diminuer, des blocs qui vont casser les courants et éviter justement une érosion dans les berges qui serait un peu nocif pour le site ici parce qu'on est obligé de contenir la rivière, alors que naturellement une rivière ça a tendance à éroder les berges, à méandrer, à se déplacer, à emmener des sédiments et à les transporter. Donc, pardon. Sur tout ce site ici, il y a au moins une dizaine de seuils comme ça qui ont été créés. À l'époque, c'était le CSP, le Conseil supérieur de la pêche, qui est devenu ensuite l'ONEMA, puis maintenant l'AFB qui a été intégré avec tout un tas d'autres structures dans l'Agence française de la biodiversité. Et là, sur ce site, sur cette rivière de Lurne, on va trouver différentes espèces. Alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé mon tableau avec les poissons, mais vous les retrouverez dans les petites fiches ici que je vais vous distribuer. C'est tout un tas de poissons migrateurs notamment, qui sont très intéressants pour la biodiversité, qui sont une richesse pour notre milieu. Alors là, c'est spécifiquement celle qu'on va retrouver sur le bagouette. Vous allez voir toutes les espèces et la richesse qu'on a ici. C'est gentil, merci. Et alors, dans ces espèces, qu'on va retrouver aussi sur Lurne, vous avez bien évidemment la petite truite fario qu'on retrouve sur Lurne. Les petits points rouges, c'est les espèces qu'on retrouve sur Lurne. Mais vous avez aussi la truite de mer qu'on va trouver sur le bas de Lurne. Et l'anguille. Anguille qui, elle, ne fait rien comme les autres, parce qu'elle vient vivre en rivière et se reproduire en mer. Alors que tous les autres poissons migrateurs dont on parle, le saumon, la lauze, la truite de mer, etc., vont se retrouver, elles, en rivière pour se reproduire et repartir en mer pour faire leur croissance. Donc l'anguille est beaucoup plus fragile, entre guillemets, que les autres, parce que c'est les juvéniles, les petits, qui remontent. Alors que toutes les autres espèces, c'est des poissons adultes qui remontent, donc ont des capacités de nage qui sont beaucoup plus importantes. Donc pour l'anguille, on est obligé de faire beaucoup plus attention. Et je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, il y a de plus en plus d'aménagements dans ce sens-là. On leur met des petits tapis qui ressemblent à des balais industriels verts en plastique, là. Et ce qui permet par reptation aux petites anguilles de pouvoir remonter ces différents seuils et d'atteindre les zones de grossissement, les zones un peu plus lentes, les étangs, les mares, ou des zones un peu profondes dans les rivières où elles peuvent grossir avant de décider de partir jusqu'à la mer des Sargasses en face de la Floride pour aller se reproduire. Donc il faut quand même des circuits assez impressionnants. Et c'est une espèce en plus, l'anguille, qui actuellement est protégée au niveau européen et mondial parce qu'elle est en voie de disparition. On a l'impression que c'est une espèce assez commune, mais en fait c'est une espèce qui est vraiment menacée. Donc beaucoup d'actions de biodiversité et d'aménagement de nos ouvrages sont destinés à la franchissabilité de l'anguille, notamment ici sur Lurne. Enfin voilà pour cet aspect poisson migrateur. Et hop, de l'autre côté, un truc qui est aussi intéressant, je pense, je vous en parlais tout à l'heure sur les IBG, les indices biologiques globaux, c'est les petits insectes. Alors c'est très schématique, hein. Quand on parle d'IBG, on va avoir 180 espèces éventuellement qui peuvent être listées dedans. On peut en trouver beaucoup dans les cours d'eau, mais là très simplement, et puis c'est rigolo aussi à faire avec les enfants, on peut se retrouver au bord de cours d'eau, à soulever une pierre, prendre une petite poignée de gravier, voir si on veut pousser un petit peu, prendre une petite passoire de cuisine, mettre un petit peu de sédiment dedans et puis jouer au chercheur d'or et regarder un petit peu les petites bêtes qu'on va trouver dedans. Et on se rend compte qu'on a toute une diversité d'espèces qui sont présentes dans nos cours d'eau ou pas. Alors s'il y a 0 insecte, effectivement, il faut se poser des questions sur la qualité de cette eau et sur les pollutions qu'on peut y passer. Et là sur Lurne, on va trouver toutes ces espèces-là qui sont plus ou moins indicatrices de la qualité, mais qui en même temps forment notre thématique d'aujourd'hui, la biodiversité des milieux et leur richesse. C'est-à-dire que ces espèces vont fonctionner entre elles avec des prédateurs, des proies, qui vont être elles-mêmes prédatées par les poissons qu'on vient de voir au-dessus, eux-mêmes prédatés par les pêcheurs que je représente un peu ici. Voilà, et là ici, vous avez une superbe population de truites parce qu'on a aussi une belle cohorte d'insectes qui vont pouvoir les nourrir. Insectes qui sont présents aussi parce qu'il n'y a pas forcément de pollution sur ce milieu-là. Voilà. C'est un ensemble, un enchaînement, donc on ne peut pas avoir juste une espèce qui va se retrouver là miraculeusement. Elle est là parce que d'autres sont là, parce que des végétaux sont là, parce que le biotope est en bonne forme, parce que les hommes ont fait attention à le préserver. Voilà. Vous avez des petites questions par rapport à ce petit point-là? Ensuite, on pourra remonter effectivement doucement vers le belvédère et regarder
un petit peu plus globalement comment se comporte le site de la carte, uniquement sur la thématique de l'eau. Et puis bah voilà, vous avez aussi les différents contacts dessus. Mais pour ceux que ça intéresse en mode promenade, je vous en prie. Vous n'avez pas d'anguilles ici? Si, il y a de l'anguille ici. Ici. Il y en a quelques-unes. Et Et il va y en avoir de plus en plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la SNCF est en train d'aménager son ouvrage. Plus bas. Merci, oui, tout à fait. Ben, ils sont obligés. En fait, ici, on est ce qu'on appelle en liste 2. Donc, c'est des secteurs obligatoires d'aménagement pour la continuité écologique sur des espèces cibles. Et sur l'urne, on a 2 espèces cibles, c'est l'anguille et la truite fario. Hop là. Hop. Et donc, en fait, la SNCF, comme beaucoup d'autres privés, collectivités, publics, particuliers, sont obligés d'aménager des ouvrages. Actuellement sur l'agglo par exemple on travaille sur l'étang de Robien aussi, qui est aussi en liste 2. On travaille aussi sur 7 grands ouvrages, on a 7 moulins sur la vallée du Bagouette qui sont en étude sur la continuité écologique où là on a beaucoup plus d'espèces et tout le monde est obligé de se mettre au diapason de cette continuité écologique. Il y a la région qui vient de récupérer le port aussi qui va être obligé d'aménager le port du Légué pour cette continuité écologique. Le barrage qui appartient au conseil départemental s'aménage aussi pour la franchissabilité des anguilles et des truites. Ça veut Donc, dire voilà. qu'il y a toujours des solutions techniques. Complètement, et pas forcément toujours très onéreuses. Enfin, des fois, il y a des actions de bon sens. oui, mais la voie de chemin de fer, elle est là depuis 100 ans, je sais plus combien. Ouais. Et donc pendant 100 ans, elles ne sont pas passées. Il y en a quelques-unes qui sont passées parce que les pêches électriques nous en montrent. C'est-à-dire que moi, quand je fais les pêches électriques chaque année, on a anecdotiquement des anguilles. Mais effectivement, c'est le gros point noir de cette continuité écologique pour l'anguille. C'est une chute, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, vous la connaissez bien, qui fait à peu près 4,50 m de haut. Donc c'est pas simple, c'est rugueux, c'est de la roche. Par réputation, quelques anguilles arrivent à passer, mais là vraiment la CLCF va améliorer cette franchissabilité en mettant les petits tapis que je vous explique. Donc l'étude vient de se terminer et normalement les travaux devraient commencer début 2019. Donc oui, mais jusque maintenant, Il y en a quelques-unes qui qui se ont baladent passé encore quand ici. même. Ouais. La force de la nature est impressionnante, mais c'est vrai que c'est un obstacle qui paraît naturel, mais en fait le lit de l'urne n'était pas à cet endroit-là à l'origine, et il a été déplacé parce que les études géotechniques nous ont montré qu'en fait on a une vallée qui se dessinait, mais un petit peu plus sur la rive gauche que maintenant, où effectivement ça a été calé pour que le pont soit le plus droit possible sous l'ouvrage, quoi. Et que la carrière, ça méandrait beaucoup plus que ça avant. Ah oui. Voilà. Et on voit le seuil rocheux, de toute façon, on se dit, vu les siècles, après des siècles et des siècles, le seuil aurait été beaucoup plus érodé que ça qu'il ne l'est maintenant. Donc effectivement, en 50 ans, la chute n'a pas... Je vous propose d'avancer. De la faune présente. Et en montant sur le belvédère, c'est vrai qu'on arrive sur du minéral et vraiment l'extraction de la roche. Et donc il faut se projeter avec la nature qui reprend le dessus, en tout cas la nature qui revient, c'est droit exactement, et comme ce sera le cas aux dunes d'Ilion, et un point de repère c'est cette passerelle, donc c'est la possibilité de continuer. Alors là on est sur le côté Trégueux, et en face c'est Fignac. L'urne étant canalisée, hein, tu en as parlé un petit peu, ça a été... Oui, voilà, on a tout expliqué, le fait qu'elle soit droite. Et voilà, elle n'est pas naturelle à cet endroit-là, puisque ça a été pour permettre l'organisation aussi de l'activité économique de la carrière. Et donc, on va monter sur le belvédère et qui sera accessible dans 1 an, puisqu'ils vont reclôturer et permettre un point de vue sur la carrière qui sera encore en activité jusqu'en 2026 et réaménager les 2 années suivantes. Donc c'est un point de repère aussi avec cette passerelle-là. On voit mieux ce qu'il en est. Donc ici, vous êtes sur le site de la carrière de Trégueux, la carrière de la Croix-Giba. La carrière de la Croix-Giba, pourquoi la Croix-Giba, c'est parce que c'est le lieu-dit. On exploite à peu près 250 000 tonnes par an. Voilà, donc des matériaux qui sont destinés aux entreprises de terrassement, de bâtiments. Donc on fait des enrobés avec, du béton avec, on fait les canalisations
pollinisation avec, voilà, donc c'est quelque chose qui est utilisé, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est le deuxième produit le plus utilisé après l'eau. Donc chaque personne utilise 7 tonnes par an par habitant, entre 7 et 10 tonnes selon les régions en France, mais c'est à peu près ça. Donc c'est quand même un produit qui est consommé de façon assez conséquente. Le principe d'exploitation est assez simple. On a donc la partie fosse. Donc on est ici sur une carrière de roches massives. Hein. Il existe plusieurs types de carrières. Il y a des carrières de roches alluvionnaires, donc qui sont sur les rives par exemple de la Loire ou de la Seine. Donc là on n'a pas besoin d'abattre à l'explosif. La particularité des roches massives, c'est que c'est massif. Donc on abat à l'explosif. Voilà, ici on fait des tirs de mine à peu près tous les 15 jours, voilà, selon l'activité. Donc on abat la roche à l'explosif, on fait des forages hein, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent des informations complémentaires, n'hésitez pas à me demander. On fait des forages, on abat à l'explosif, une fois que c'est abattu, on a une pelle hein, que vous voyez là, la pelle qui récupère les matériaux, qui les charge dans les dumpers qu'on voit sur la gauche là, et qui les achemine jusqu'à nos installations qui sont bardées. Hein. Pourquoi elles sont bardées? C'est pour limiter le bruit et la poussière. D'accord. Donc à l'intérieur, on a des appareils qui broient les matériaux, qui les acheminent sur la deuxième partie de l'installation qui est pareil, bardée là-bas et en dessous desquels on a les trémies. Donc le concasseur. Voilà, alors le concasseur il est sur la partie primaire et sur la partie secondaire c'est des broyeurs, c'est le même principe. Hein. Le concasseur lui c'est on va dire une mâchoire fixe, une mâchoire mobile, les matériaux vont sur le dessus et puis ils sont écrasés comme ça. Alors que sur la partie secondaire, les éléments un peu plus petits, parce qu'on a des éléments là qui font quasiment 1 mètre, jusqu'à 1 mètre d'envergure, et on les broie jusqu'à 250 mm. Et de 250 mm, on arrive jusqu'au sable, hein, jusqu'à la granulométrie du sable, sur toute la partie secondaire. Et là, c'est plutôt système de moulin à café. C'est-à-dire qu'on a une mâchoire fixe, une mâchoire mobile qui vient écraser les matériaux un peu sur le système du moulin à café. Voilà, donc c'est très simple. Après, on a des superpositions de tamis. Hein, on appelle ça des cribles, superposition de tamis pour définir les différentes granulométries de nos matériaux. Donc on fait du sable, des gravillons et des graves également. Voilà le principe d'exploitation. Ensuite on a la partie des bureaux où on a la bascule évidemment. On a en amont de la bascule, vous voyez qui est mis en eau là, c'est un laveur de roues. Hein, l'idée c'est de nettoyer les roues avant d'aller à la bascule et puis sur la route pour limiter les boues sur les voiries. Donc voilà à peu près le principe. Hein. On charge les clients avec la petite chargeuse, donc c'est l'engin qui est à droite de la pelle. Voilà pour le principe d'exploitation. Donc sur la partie biodiversité, puisque c'est quand même le sujet du jour, comme l'ont dit les différents intervenants tout à l'heure, c'est vraiment les carrières sont vraiment des sites particuliers pour la biodiversité. C'est ce qu'on appelle des milieux pionniers, hein, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, vous voyez, hein, juste sous vous, bon, il y a aussi des mauvaises herbes, mais pas que. C'est des milieux où il n'y a rien à la base et il faut que la nature, plantes et animaux puissent créer leur milieu. Et puis on a parfois des petites flaques d'eau, des petites mares qui font que certaines espèces vont venir s'implanter. Et c'est des espèces qu'on ne va pas voir sur les champs d'à côté, etc. Donc c'est vraiment des milieux spécifiques où il y a des espèces vraiment particulières qui participent beaucoup à la biodiversité du territoire. Donc on a effectivement le grand corbeau hein, qui aujourd'hui niche plutôt sur la carrière d'à côté, mais comme elle va être remblayée très prochainement, on s'attend très vite à ce qu'elle vienne par ici. Bien. Voilà. Et après, comme on a dit, des batraciens, pas mal. Hein, c'est des espèces qu'on retrouve beaucoup en carrière, comme la majorité sont protégées, on en a quand même pas mal. Donc c'est vraiment, même en activité, un espace de biodiversité très conséquent.
Après, l'idée c'était de définir un réaménagement qui participe davantage à la biodiversité. L'idée aussi c'était de pouvoir restituer au plus vite, au fur et à mesure de l'exploitation, des zones qui permettent de pouvoir avoir des espèces qui puissent déjà nicher ici. Donc c'est le cas du tunnel à chiroptère que vous aurez l'occasion de visiter après. Donc toute cette surface-là a été réaménagée. Il faut savoir qu'on était au niveau de ce qu'on voit en dessous. On stockait nos matériaux sous nous en fait. Les stocks que vous voyez là et là, en fait, ils étaient en gros sous nous. Donc juste le principe, pour faire simple, chez les chauves-souris, en fait, il y a des sites de reproduction et des sites d'hivernage. Et c'est-à-dire que entre ce site de reproduction qui peut être par exemple dans votre maison, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre maison, sous les toitures et autres, oui c'est vrai, dans votre maison, et les sites d'hivernage, il peut y avoir plusieurs kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres. C'est le cas notamment d'une espèce de chauve-souris que l'on partage avec la Pologne en fait. C'est une espèce qui doit se reproduire en Pologne et qui vient de chez nous ou l'inverse, je ne sais plus, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste des chauves-souris. Et donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur donner des endroits pour se reproduire, mais aussi des endroits pour pouvoir passer l'hiver. Alors, bien évidemment que naturellement, elles vont préférer passer l'hiver dans des grottes ou dans des failles et autres, tout sachant qu'il y a deux grandes catégories de chauves-souris. Les chauves-souris qui sont plutôt liées aux bâtiments et liées aux zones de grottes ou des choses de type là, et puis des chauves-souris qui sont plutôt forestières, donc là avec une écologie plutôt forestière, et si je dis pas de bêtises, il va y en avoir de certaines qui se reproduisent en forêt mais qui viennent dans les bâtiments, bref, mais comme je vous disais, je suis pas spécialiste. Donc en fait, avec ce type d'aménagement, et du fait que la présence avait été avérée et attestée sur le site des chauves-souris, au lieu qu'ils aillent passer l'hiver ou la journée ou autre dans les zones de roches qui sont exploitées, en fait, on leur offre un gîte artificiel certes, mais en fait c'est l'hôtel 4 étoiles pour les chauves-souris. Donc, et ça s'inscrit bien évidemment très bien dans des mesures dont je parlais tout à l'heure, les mesures de compensation, des mesures compensatoires sans aucun problème. Mais comment on fait la communication pour qu'ils sachent qu'il y a leur hôtel 4 étoiles Dans le monde. Ça fait partie des grands mystères. C'est Algo et Mio, c'est simple, il n'y a pas de problème. En fait, on a mis exprès un autocollant écrit refuge à chauves-souris et ça marche. Donc elles savent lire. Donc il n'y a pas de souci. Non, en fait, les chauves-souris, ça fonctionne avec un radar. En fait, en permanence, ils ont un radar devant eux, un radar qui va leur permettre, en fait, grâce à l'écolocation, notamment de repérer leur proie, et en plus aussi de bien connaître l'environnement global. Donc une chauve-souris qui bouge dans tous les sens, en fait, elle a un radar qui passe dans tous les sens. En fait, toute la zone est maillée, en fait. Voilà, c'est escalé. Donc le moindre passage, en fait, elle le repère et puis elle va en fait le fréquenter. Du moins, elle va voir s'il y a quelque chose à y faire, si ça se passe. Et puis notamment, une fois qu'elles y sont, ils voient au niveau température si ça leur convient ou pas. L'intérêt, c'est qu'en fait, c'est d'avoir une température qui soit à peu près la même tout le temps. Pour éviter qu'elles congèlent notamment en hiver, et donc là avec les tonnes qui sont dessus, c'est parfait. Elles ont besoin aussi d'une hygrométrie un peu spécifique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un peu humide, mais là c'est le cas également. Et vous verrez que dans ce système-là, il a été aussi installé des briques plâtrières qui permettent aussi de pouvoir constituer des gîtes pour les chauves-souris. C'est-à-dire que si vous mettez des briques chez vous, par exemple, elles vont pouvoir s'y installer. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà observé derrière leurs persiennes, derrière leurs volets, des chauves-souris. C'est en fait le même principe, mais qui est qui est adapté en fait à cette situation. Petit point important avant d'y aller, c'est ce que je disais, on peut installer chez soi, on peut installer des gîtes à chauves-souris. Sur le site de Villers-Morts, vous avez des plans, sur plein de sites, vous avez des plans. Ce qui est important, c'est que si jamais vous voulez installer des choses chez vous, n'hésitez pas à nous prévenir avant, ou du moins nous en informer. Parce qu'il y a des choses qui marchent dans le sud de la France mais qui ne marchent pas dans le nord. Il y a des choses qui marchent en Bretagne mais qui ne marchent pas en Allemagne par exemple. Et notamment sur les chauves-souris, il y a un truc important que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous le livre. On peut installer des gîtes à chauves-souris le long d'une maison ou dans les arbres. C'est ni plus ni moins qu'une boîte avec une boîte dans laquelle ils peuvent passer l'hiver ou se reproduire. Et ce type de dispositif a été installé dans le sud de la France pendant un épisode de canicule. Et en fait les chauves-souris elles ont cuit. Et ce même dispositif a été aussi mis en place en Allemagne, donc elles ont congelé en hiver. Donc voilà, c'est pour ça que la biodiversité c'est pas si compliqué que ça, mais bon c'est bien de pouvoir être accompagné un peu, ou du moins avoir les bonnes informations, parce qu'il y a des fois des fausses bonnes idées. Voilà, il y en a une des fois
quitte à faire polémique, mais voilà, le piégeage par exemple des frelons asiatiques, c'est bien, mais attention à comment on le fait et attention à ne pas le faire toute l'année parce que c'est une vraie catastrophe sur plein d'espèces. Hein, parce qu'en fait, il y a encore pas très longtemps, on m'a apporté un piège qui avait été mis tout au long de l'année. Et ben voilà, il y avait un frelon asiatique et il y avait des milliers d'individus d'autres espèces. Donc là, attention, le piégeage à côté des ruches, bien évidemment, parce que les apiculteurs se défendent et c'est tout à fait normal. Mais généraliser, fait n'importe quoi, et fait de manière, contrôler régulièrement. Voilà, fait de manière non adaptée, peuvent être plus catastrophiques que ce qu'on souhaitait. Alors qu'au départ, on est sur une bonne volonté. Là, c'était juste le petit coup de gueule entre parenthèses. Je vous invite à venir voir. Et justement, vous verrez que dans le tunnel, on va voir un papillon à un moment. Ça peut constituer aussi des zones pour passer. Pour certains papillons, en fait, certains papillons vont passer l'hiver sous forme adulte. Et ils vont trouver ici des sites d'hivernage. Vous avez peut-être déjà vu des papillons dans votre maison en hiver ou dans votre cave. Et bien là, c'est le cas aussi. C'est un pont du jour. Donc voilà les briques installées. Donc en fait là, voilà le pont du jour ici, là, vous pouvez voir au plafond. Et on va arriver bientôt dans la chambre nuptiale. Alors là en fait même dans ces trous là, elle passe sans problème. Hein. Là vous pouvez avoir des dizaines de chauves-souris sans aucun souci. Ouais. Il a dû mettre un thermomètre ou un truc comme ça pour... Donc voilà le dispositif. En fait, donc en fait, vous voyez que vous allez vous en rendre compte quand vous allez repartir, mais il y a aussi un peu une différence de température entre ici et l'entrée. Donc ici, on est beaucoup plus tempéré et on doit faire une douzaine de degrés en fait, je pense. Les chauves-souris vont pouvoir donc s'installer sans problème derrière ici les briques, dans les briques, mais aussi entre les linteaux, entre les différents espaces. Un truc de ciblage, ça pourrait accueillir sans problème plusieurs milliers de chauves-souris, hein, sans aucun souci. Moi j'ai visité notamment des boyaux des boyaux calcaires là, en Normandie où on rentrait dans un tout petit trou, puis on arrivait dans des chambres assez grosses comme ça, il y en avait des dizaines et des dizaines. Ce qui est assez sympa, c'est notamment pendant la période de reproduction, toutes les jeunes en fait, toutes les petites, quand les adultes les mères vont s'alimenter en fait la nuit, elles vont former ce qu'on appelle des essaims. C'est comme un essaim d'abeilles, mais avec des chauves-souris. Ça grouille partout. Alors il faut aimer les chauves-souris quand même. Hein. je vous l'accorde. Mais c'est vraiment super sympa, c'est super joli. Alors autre chose, c'est que il faudra quelques temps pour qu'elles puissent s'installer, hein, parce que c'est pas forcément pour l'instant dans leurs habitudes et autres, mais on sait qu'elles ont fréquenté dès les premières semaines de l'installation de ce type du dispositif. Elles ont fréquenté le site. Alors c'est attesté par la présence de crottes. J'en parlais tout à l'heure avec l'autre groupe. En fait, c'est pour nous une manière de trahir la présence de ces chauves-souris. Alors c'est assez facile. Vous prenez une crotte. Si jamais vous l'écrasez et que ça tombe en poussière, c'est une crotte de chauve-souris. Si jamais ça arrive sur vos doigts, vous êtes trompé. Voilà. C'est un truc. Voilà. Et donc là, il y a des crottes, puis il y a aussi des trucs, c'est des restes de repas. Alors ça, c'est assez caractéristique en fait. Là, il y a un papillon. Donc les papillons passent l'hiver aussi dans les grottes ou là, mais ça, ce sont des ailes de papillon en fait qui ont été consommées par une chauve-souris. Parce que c'est assez typique. En fait, les chauves-souris laissent les ailes. Vous vous retrouvez à chaque fois que quand vous trouvez deux ailes comme ça posées par terre, c'est typique de la chauve-souris. Donc les chauves-souris vont pouvoir
attraper les papillons grâce à l'écholocation, c'est-à-dire ces systèmes de radar qui renvoient et qui va localiser en fait le papillon. Et il y a un truc assez extraordinaire, ça c'est des sciences qui sont très très complexes. Thomas là, qui s'occupe de ces aspects-là, fait partie des meilleurs spécialistes français de cette question-là. Et en fait, pour pouvoir identifier des espèces, il pose sur des sites des enregistreurs des trucs super performants qui vont enregistrer la nuit tous les passages. Puis ensuite, il va analyser l'ensemble des sons émis dans son ordi, et à partir des sonogrammes définis dans l'ordinateur, les hauteurs d'onde et compagnie, il va pouvoir déterminer l'espèce. Ils sont très très peu à pouvoir faire ce type de technique. Et ce qu'ils ont, grâce à ces nouvelles techniques, ils ont démontré un truc, c'est que certains papillons émettent un contre-cri pour faire croire à la chauve-souris que c'est pas eux. Ou des fois certains se laissent tomber, c'est-à-dire que dès qu'ils ont vu qu'ils s'étaient repérés un peu, que c'est comme une bataille navale, mais ou une bataille aérienne, je veux dire, mais au niveau animal. Dès qu'ils ont vu qu'ils s'étaient repérés, ils se laissent tomber pour induire en erreur leur localisation. Certains émettent des contresons, et maintenant on s'est aperçu que les chauves-souris étaient capables de s'apercevoir qu'il y avait des contresons qui ont été émis. Bref, tout ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment c'est assez incroyable au niveau stratégie. Voilà, c'est assez extraordinaire. Ce que l'on sait moins et ce qui est plus étonnant, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps non plus. Certaines chauves-souris, notamment pendant les périodes de migration, sont capables de manger des oiseaux. Et notamment des petits oiseaux pendant la période de migration. Les grosses chauves-souris, notamment les molosses, que l'on peut trouver ici, elles ont une envergure qui est à peu près grande comme ça. Il y a une colonie assez rare d'une espèce sur Saint-Brieuc. J'ai oublié le nom, mais c'était vraiment une découverte intéressante. Et donc elles sont capables de consommer des tout petits oiseaux, notamment pendant la période de migration. Alors il n'y en a pas, c'est pas la grande majorité. La grande majorité des espèces mangent soit des insectes, ou un autre truc aussi plus étonnant, mais il y a une espèce ici qui s'appelle le murin d'Aubinton qui mange du poisson. Et donc cette chauve-souris pêche des petits alevins à la surface de l'eau. Donc voilà, ça c'est une espèce qui a été trouvée ici sur le site de la carrière. Autre point important, c'est notamment pendant l'hiver. Vous pouvez tomber vous aussi sur des chauves-souris ou des colonies de chauves-souris. Alors, c'est une période où elles sont en léthargie, donc elles vivent de manière ralentie et elles vont essayer de consommer le moins d'énergie possible pour pouvoir justement résister aux températures et pouvoir repartir tranquillement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les températures sont trop basses, ils peuvent malheureusement congeler, donc attention. Si jamais vous les voyez, il y a un truc caractéristique, c'est qu'à partir du moment où elles commencent à être dérangées, à se réveiller, en fait elles commencent à vibrer. En fait elles vibrent un tout petit peu. Et donc là, dès que vous les voyez vibrer, en fait il faut s'en aller, parce que vous la dérangez et vous pouvez déranger la colonie. Un truc important, c'est que les chauves-souris consomment énormément d'insectes, et les Américains ont travaillé sur l'intérêt des chauves-souris dans le développement économique, notamment sur l'activité agricole. Et ça, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ont démontré que, en fait, ils utilisaient plein de pesticides et autres. André, ça vous intéresse ça. Ils utilisaient plein de pesticides et compagnie pour lutter contre un certain nombre de ravageurs, et les colonies de chauves-souris diminuaient fortement. Et à un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait un lien direct entre les prédateurs qui étaient les chauves-souris et le truc qu'ils traitaient, le traitement qu'ils mettaient pour se débarrasser de telle espèce de papillons ou je ne sais quoi de ravageurs. Et donc, ils se sont aperçus qu'en préservant les colonies de chauves-souris, en faisant en sorte de ne plus traiter, les chauves-souris faisaient le boulot à leur place, et ça leur faisait économiser de l'argent en termes de traitement. Et ça a été évalué à plusieurs millions. Donc voilà. Et ça, ce sont des sciences. En fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ces aspects sciences, on appelle les sciences de l'économie de l'environnement, qui ont une quinzaine d'années en France, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un lien direct entre la préservation de la biodiversité et puis le développement économique, notamment sur des services qui sont un peu méconnus, mais par exemple sur la production de colza, on sait qu'il y a 20%, on peut obtenir 20% de rendement en plus en fonction de la densité d'insectes présents autour des parcelles. Et ça veut dire aussi en fonction du contexte environnemental autour des parcelles. Et ça a notamment été démonté de manière assez simple par une équipe de Niort, en fait. Il y a beaucoup d'études. Mais des pesticides, ils vont aussi démolir les chauves-souris, non? Indirectement, bien évidemment, parce que ce qu'on appelle... Et en fait, il y a un phénomène de bioaccumulation, c'est-à-dire qu'elles vont consommer un insecte qui a consommé ou qui a reçu un traitement même léger.
En fait, lui, c'est un petit traitement, sauf que si la chauve-souris en mange 3000, ben, le traitement est multiplié par 3000 et ainsi de suite. En fait, il y a un système de bioaccumulation, en fait. Voilà. Et avec des phénomènes qui peuvent être des phénomènes sur des problèmes de reproduction, avec des malformations d'individus ou de fœtus ou des choses de ce type-là. En fait, c'est des mammifères, ça fonctionne comme nous. Donc voilà, il y a un lien de plus en plus étroit, et tant mieux, entre le côté économique, et là on voit c'est aussi l'exemple qui est donné ici, entre le développement économique et la préservation de la biodiversité. Donc il y a eu même des études qui ont été faites qui montraient qu'investir dans la biodiversité, alors je me souviens plus de l'étude, c'est une étude qui est récente et je ne l'ai pas encore lue, mais j'étais un colloque la semaine dernière sur ces questions-là, et en fait, en clair, ils considèrent que pour 1 euro investi dans la biodiversité, c'est 2 ou 3 euros en termes de retombées. Alors bien évidemment, il y a un certain nombre de services qui sont gratuits, mais si la biodiversité s'amenuise, ces services s'amenuisent et à un moment il faudra les payer. Et c'est ce comble par exemple sur la pollinisation, où dans certains pays ils sont obligés d'embaucher des gens pour polliniser polliniser certaines cultures pour pouvoir avoir une production. Voilà. Nos amis les chauves-souris, elles sont où actuellement? Alors nos amis les chauves-souris, actuellement, elles sont parties se reproduire en fait. Donc elles sont sur les sites de reproduction. C'est-à-dire que là on est plutôt sur un site d'hivernage, et elles sont parties sur les sites de reproduction. Où exactement? Ça peut être à plusieurs kilomètres. Donc on ne sait pas où exactement. Alors maintenant on a des techniques, on leur installe des balises, et on leur installe des antennes sur le dos pour pouvoir voir, mais celle-ci, cette colonie-là n'a pas été suivie. Tout sachant que là on est sur un dispositif qui a été mis en place il y a 1 an et demi à peu près, donc il va falloir attendre quelques mois ou voire quelques années, 2-3 ans, pour que tout ça s'installe. En fait, là, il est fermé. Là, il est à la porte, là, la porte est fermée. Elle est fermée. Mais il y a un trou. Mais il y a un trou. Ils peuvent rentrer. Ah bah oui, mais ils ne l'utilisent plus actuellement. Alors c'est pour ça qu'on est là, parce qu'autrement on ne serait pas venu. Mais voilà, on a vérifié cette semaine exprès. Mais en fait c'est utilisé en hiver, et donc en fait il y a un trou dans la porte pour qu'elle puisse passer, par là. En fait, ça n'est pas des migrateurs. Pour les chauves-souris? Ah, ça c'est fait exprès pour les chauves-souris. Bien sûr, ouais. Ah bon? Oui. Oui, bien sûr, ouais. Ah bah, C'est de la chance, oui. Oui, il faut les préserver. Ouais. Non, bien évidemment. Mais après, c'est cave à vin pour la mairie. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est ce qu'on appelle, c'est des sortes de compensation. C'est-à-dire que voilà, il y a une destruction, mais qui est liée à une activité économique, et donc on compense par un élément qui va permettre de préserver ce qui est détruit. En fait, la loi biodiversité de 2016 est claire là-dessus. C'est on arrête. L'idée, c'est aucune perte de biodiversité. Donc les mesures de compensation, elles sont là pour justement aider la biodiversité. Par exemple, et je pense qu'il y a dans les dossiers que je peux voir régulièrement, il y a beaucoup de zones humides qui sont par exemple aujourd'hui soit elles ont été remblayées, soit elles ont été soit elles se sont enfrichées ou autres. Et ben ces zones humides vont certainement pouvoir être réhabilitées dans le cadre de mesures de compensation, parce qu'on va détruire des zones humides à un endroit, il faudra bien les compenser, on ne peut pas en recréer vraiment, mais on pourra en réhabiliter certaines qui sont dans des états de conservation qui sont pas bons, quoi. Mais alors c'est un domaine qui est assez complexe, mais c'est assez passionnant, et quand avec un peu d'intelligence, on trouve des choses vraiment intéressantes, et puis ça fait bosser des maçons, hein. Voilà, ça fait bosser aussi une autre activité, ça fait bosser des gens. Quand est-ce qu'ils ont construit ça? Voilà. Une fois que t'as pas mangé pendant quelques jours, t'arrives peut-être à passer là. Non, merci pour la place. Merci pour une belle occasion. Il a été refait 2 fois de mémoire. Les gens de la Carène nous le diront mieux.